Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du squat. On va se poser la question s'il t'est utile ou pas et surtout sur quels critères on se base pour déterminer si ce mouvement sportif a de l'intérêt pour toi ou non. Alors comme d'habitude, si le contenu te plaît, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et nous partager tes remarques en commentaire. Allez, c'est parti, intro! Alors, comme le titre l'explique assez bien, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles le squat peut être un mouvement totalement contre-productif pour toi. Contre-productif dans le sens où lorsque tu l'utilises, tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour peu ou pas de résultat. Et c'est bien ça qui compte lorsqu'on utilise un mouvement, le résultat. Que ce soit lors d'un développement de la masse musculaire, une amélioration de la puissance ou encore simplement le bien-être fonctionnel, le squat peut ne pas être efficient pour toi et risque même de t'amener à la blessure. Alors là, je vois déjà certains d'entre vous qui s'affolent un petit peu devant leur écran en se demandant ce que je peux bien encore raconter comme connerie. Tout le monde peut faire un squat, il suffit de s'entraîner progressivement et blablabla et blablabla. Alors avant de vous exciter dans les commentaires, regardez la vidéo jusqu'au bout pour comprendre où je veux en venir exactement. Dans la vie, nous sommes tous différents à bien des égards. Il suffit d'observer les personnes dans une salle de fitness pour se rendre compte des morphologies. Ce n'est pas pour faire joli que les machines sont réglables sur plusieurs niveaux, c'est bien pour pouvoir s'adapter aux différentes morphologies, en tout cas un maximum, et notamment à ce que l'on appelle les leviers osseux, votre squelette quoi. À partir de ce constat, on peut aller plus loin dans la réflexion des différences et chercher à comprendre s'il existe d'autres paramètres qui nous différencient. Alors pour illustrer ces différents paramètres, je vais te parler de la pyramide de l'action et d'un exemple concret à travers lequel je suis certain tu vas te retrouver ou du moins comprendre ce que je dis. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre ces 4 étages qui composent cette pyramide et qui sont autant de facteurs qui nous différencient. La base de la pyramide, c'est la structure. C'est ce que j'ai expliqué sur les réglages des machines. Nous avons tous un squelette différent et donc des leviers osseux différents. Ça engendre des amplitudes et des directions de mouvement différentes ainsi que des postures différentes. Quelqu'un qui a un long buste et des jambes courtes sera plutôt verticalisé lors d'un squat. Et tu sais comme moi qu'une charge verticalisée est moins sollicitante pour les lombaires que si cette charge s'appliquait sur un buste penché. Ce qui serait le cas si le pratiquant, à l'inverse, avait de longues jambes et un buste court. Et c'est exactement le cas d'Inès. Avec ses longues jambes et son buste court, elle est obligée d'incliner son buste en avant lorsqu'elle squatte pour éviter tout simplement de tomber en arrière. Maintenant, imaginez qu'on charge la barre. Est-ce que tu penses réellement que le travail sera focalisé sur les jambes? C'est plutôt les lombaires qui seront chargés. Donc automatiquement, le squelette est limitant lors de la pratique du squat. Qui plus est, on peut observer une autre particularité anatomique chez Inès, la longueur de ses pieds. Inès a des petits pieds, elle chose du 35. Un petit bras de levier n'autorise que des petits déséquilibres en avant, sans quoi elle perdrait facilement l'équilibre. Observez l'équilibre relativement précaire sur cette vidéo quand elle est vers l'avant. Ses possibilités sont limitées. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Sa structure définit les mouvements autorisés. Donc un squelette différent pour des mouvements différents. Mais la structure prend en compte aussi les insertions musculaires qui ne sont pas identiques à chacun. Par exemple, certains ont des biceps courts alors que d'autres ont des biceps plus longs. C'est pareil pour les mollets ou encore pour les trapèzes. Cette connaissance des leviers osseux et insertions musculaires a donné naissance à ce qu'on appelle la morpho-anatomie. Bien connue des pratiquants de musculation aujourd'hui qui s'intéressent d'un peu plus près à la biomécanique. Et c'est peut-être ton cas. Si tu te demandes comment on calcule les ratios de longueur osseuse et musculaire, comment on analyse si un muscle est plutôt court ou plutôt long, et si tu veux relier tous ces éléments au mouvement, on a créé une formation spécifique donnée en partenariat avec Mathieu Toulza qui s'appelle l'anatomie pour le mouvement. Le lien est en description si cela t'intéresse. Donc la morpho-anatomie, c'est bien. Mais pour nous, s'arrêter là, pour adapter les mouvements sans parler de préférence motrice, sans parler de laxité ou encore de réflexes archaïques, c'est passer à côté d'un tas de paramètres qui influencent le mouvement d'une manière magistrale. Et ça tombe bien, puisque ces paramètres forment la suite de notre fameuse
pyramide de l'action. Après la structure, donc, ces fameux réflexes archaïques. Ne pas les prendre en compte dans le mouvement, et notamment dans le squat, c'est par exemple oublier la gravité. Je m'explique. A priori, toute personne qui regarde cette vidéo est soumise à une série de stimulus. Que ce soit la gravité, le tactile, le mouvement, etc. Tu n'étais pas prêt à tout comprendre le jour de ta naissance. Mais heureusement, tu es né avec une boîte à outils qui te permet de comprendre ces stimulus et de t'adapter. Ces outils, on les appelle les réflexes archaïques. Si tu penses que ces réflexes ne sont plus présents après 5 ans, comme la plupart des gens dans la médecine, eh bien détrompe-toi. Je peux te dire que 90% des personnes qui regardent cette vidéo ont encore un ou plusieurs réflexes actifs. Parfois, ils sont présents mais ne posent pas de problème, mais parfois, ils en posent. Prendre en compte ces réflexes, les analyser et les comprendre permet de trouver la solution aux problèmes qu'ils peuvent engendrer dans le mouvement. Inès, elle présente 2 grands réflexes, le réflexe de Moro et le réflexe tonique labyrinthique. Pour faire simple, ce sont 2 réflexes qui rigidifient le corps et qui le placent un peu plus en extension. Et en plus de ça, elle n'accepte plus le déséquilibre arrière. Tu peux voir comment ses orteils n'arrivent pas à garder le contact avec le sol, tellement le déséquilibre arrière est présent. Tu commences donc à comprendre le problème qui se pose chez Inès. Elle veut faire un squat, donc une flexion en arrière, mais ses réflexes l'empêchent de le faire. Donc en plus de sa structure qui rend le squat déjà compliqué, on ajoute à cela ses réflexes. Autrement dit, les 2 premiers étages de la pyramide ne sont pas alignés pour pouvoir passer efficacement à l'action. On passe au 3e étage de la pyramide, les préférences motrices. Ce sont les manières naturelles de bouger. Le corps bouge de manière efficiente lorsqu'il est dans ses préférences. Et à contrario, il dépense beaucoup d'énergie lorsqu'il bouge à l'opposé. Tu as déjà sûrement réussi des mouvements que d'autres sont incapables de faire ou mettent plus de temps à y arriver. C'est parce que tu coches un bon nombre de cases pour effectuer ce mouvement. Et pour d'autres, parfois, c'est plus compliqué. Ces préférences dépendent de plusieurs paramètres, ces fameuses cases. Et l'une d'elles, c'est notamment le choix d'une chaîne de flexion ou d'extension. Eh bien, le corps d'Inès, lui, il a choisi un mode aérien. Ça signifie que de manière générale, elle préfère l'extension, la légèreté, le rebond. Et le squat est tout à l'opposé, plutôt lourd, ancré et en flexion. Encore une fois, on observe une opposition entre étages de la pyramide et le mouvement. Alors si on devait résumer le squat d'Inès en fonction de cette fameuse pyramide, eh bien 1, elle a une structure inadéquate à la flexion qui force la répartition de la charge, notamment sur ses lombaires. 2, elle a des réflexes qui luttent contre le mouvement même du squat, à savoir la flexion arrière. Et 3, elle présente des préférences motrices à l'opposé du modèle représentatif du squat. Autant vous dire que le squat est un enfer pour elle. Est-ce que là, cela veut dire pour autant qu'elle ne peut pas en faire? Absolument pas. Mais si son objectif est de gagner en force ou en volume dans ses cuisses ou dans ses fessiers, il vaut mieux qu'elle utilise d'autres exercices de musculation qui n'impliquent pas l'activation de ses réflexes et qui s'adaptent mieux à sa structure et à ses préférences naturelles. C'est à elle de choisir et non à une tierce personne de lui imposer une technique. Pour rappel, on cherche des résultats positifs tant sur le plan physique, psychologique que mental. Donc un conseil, écoute-toi lorsque tu pratiques un mouvement. Si tes sensations sont bonnes lorsque tu bouges, les résultats le seront tout autant. Au travers de cette vidéo, tu as vu comment la pyramide de l'action explique les 3 raisons qui peuvent rendre l'utilisation du squat inutile pour toi. Alors si cette analyse te parle ou si tu as envie de donner ton avis, fais-le moi savoir en commentaire. Et bien sûr, tu trouveras tous les liens de nos formations en description si tu veux aller plus loin dans la compréhension de chaque étage de la pyramide de l'action. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao!